Bonjour à tous et bonne année. Effectivement, Jean-Dominique, ma carrière de jeune chercheur a débuté dans le cadre du laboratoire d'électricité et d'automatique, dont le grand centre de recherche en automatique de Nancy a été la succession. Bruno Rosion est trop jeune pour qu'on ait pu collaborer, mais j'aurais bien aimé. Et je crois qu'il faut que je prenne rendez-vous avec vous, je vais vous dire pourquoi. Donc Bruno a la petite cinquantaine, pas encore tout à fait, et a été recruté directeur de recherche au CNRS en 2018, c'est ça? Donc au centre de recherche en automatique de Nancy, et qui a eu beaucoup de chance, à mon avis, de vous recruter, à la fois pour vos compétences en traitement du signal, en votre relation avec le monde médical, et puis les neurosciences. En effet, Bruno Rosion est docteur en psychologie, spécialité neurosciences de l'Université catholique de Louvain, qui est un profil tout à fait intéressant, et manifeste une activité de recherche extraordinaire. Jean-Dominique a parlé de cette European Research Council Grant, cette bourse énorme, mais qui n'est pas la première que vous avez pu recevoir. En effet, Bruno a été titulaire de différents prix et puis a bénéficié de bourses importantes pour pouvoir mener ses recherches. Son centre d'intérêt principal, il dit que ce sont les mécanismes cérébraux de la reconnaissance faciale, et en particulier avec aussi la reconnaissance des mots écrits, et quelque chose qui m'intéresse, c'est la latéralisation hémisphérique. Alors pourquoi? Parce que l'an passé, ou il y a 2 ans, j'ai fait une communication à l'ALS sur la synesthésie, et en particulier la synesthésie graphème couleur, quelque chose de très prégnant chez moi, et j'aimerais bien qu'on puisse parler de ce sujet ensemble. Bruno a publié de nombreux articles scientifiques, on peut dire comme tout chercheur, mais là, la quantité est impressionnante. Depuis 99, plus de 260 articles, avec comité de lecture dans des revues internationales, c'est considérable, des chapitres d'ouvrages, et il a fait de nombreuses présentations orales, et il nous fait l'honneur de nous en faire une aujourd'hui. Je le rassure, je ne prends pas sur son temps de parole, parce qu'il avait très peur que je parle trop longtemps tout à l'heure. Et Bruno a supervisé 25 thèses de doctorat, il a 3 thèses en cours, de nombreux chercheurs. Voilà, une activité magnifique, et je le laisse donc faire sa présentation. Merci Bruno d'être là. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup de m'inviter à l'Académie Lorraine des Sciences. Je suis très honoré. Merci pour l'introduction. C'est très flatteur. Je vais essayer d'être à la hauteur de cette introduction. C'est pas moi, ça. Non, je pense que quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Voilà. Et donc, je vais vous parler de la reconnaissance des visages. Alors, le titre, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le professeur de Corvin qui m'a envoyé ce titre en me demandant de parler là-dessus. D'habitude, quand on m'envoie un titre, je le change. J'aime bien mettre moi-même mon titre. Et puis finalement, je me suis dit, c'est pas mal, en fait, le titre, il est bien, je vais essayer de faire quelque chose autour de ce titre-là, et donc de modifier un petit peu la structure de présentation. Donc ça, c'est la structure que je vais essayer de suivre, on verra si j'arrive jusqu'au bout. Donc pour vous aider, donc avec 6 points, enfin en fait il y a 5 points et puis une conclusion. Et donc je vais commencer par une introduction très générale sur ce que j'entends par le cerveau comme organe de reconnaissance. Le cerveau, c'est un organe de 1,2 kg, 1,5 kg, donc le cerveau humain, dans la boîte crânienne, qui, avec la moelle épinière, forme ce qu'on appelle le système nerveux central. Et on a tendance à considérer que c'est le dernier organe biologique qu'on ne comprend pas, on ne comprend vraiment pas bien, qui est en particulier le siège des fonctions sensorielles, motrices, c'est ce qu'on appelle la cognition. Alors, c'est très difficile d'avoir une définition exacte de ce qu'on appelle la cognition, mais on va dire la capacité de percevoir, d'apprendre, de faire attention, d'éprouver des émotions, de raisonner, la conscience, etc. On a une très mauvaise connaissance en fait de comment le cerveau réalise tout ça. Et pourtant, c'est pas faute d'investir dans la recherche. Je prends par exemple les 10 dernières années, donc depuis 2013, la dernière décennie,
Il y a eu énormément d'investissements, 2 exemples simplement au niveau européen, au niveau américain, des fonds qui sont alloués à la compréhension du cerveau. La conférence des neurosciences américaines, par exemple, qui a lieu chaque année aux États-Unis, c'est la plus grande conférence en termes de nombre de scientifiques, toutes disciplines confondues. Il y a énormément d'argent qui est investi, même si on a dit que les chercheurs étaient parfois mal payés en France. Il y a quand même beaucoup de ressources qui sont investies là-dedans. Donc pourquoi est-ce que c'est difficile à comprendre? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à bien comprendre le cerveau, le fonctionnement du cerveau? Alors, je pourrais parler rien que pendant 1 heure, je pourrais essayer d'expliquer ça. Pourquoi on n'y arrive pas? Il y a des raisons sociologiques, il y a la manière dont on fonctionne dans la science qui est certainement pas toujours optimale. Mais juste pour vous donner une idée de l'ordre de complexité, par exemple, on sait à l'heure actuelle, on a une estimation du nombre de cellules dans le cerveau, de cellules nerveuses. En fait, parce que les cellules, il y en a double de ça. Donc, 86 milliards de cellules en moyenne. Alors, c'est une moyenne qui est calculée. En réalité, quand on va voir les articles, c'est sur 4 cerveaux de personnes entre 50 et 70 ans. Donc, il faut faire attention avec ça. Mais en moyenne, 86 milliards de neurones, de cellules nerveuses, qui auraient des milliers, voire jusqu'à 10 000 ou 20 000 connexions par cellule. Donc, c'est extrêmement complexe. C'est presque une jungle. Et par ailleurs, par rapport aux autres organes biologiques, on sait que ces cellules, souvent, ont des formes très différentes. C'est ça depuis très longtemps. Et donc, c'est complexe. Il y a une variété de cellules qui est assez importante. Donc, c'est juste pour illustrer un petit peu que chaque cellule, chaque neurone dans le cerveau est en fait un système complexe en soi. Et il y a des gens qui travaillent toute leur carrière juste sur le fonctionnement du neurone sans aller au niveau supérieur. Donc, vous avez de multiples niveaux d'organisation biologique dans le cerveau avec des recherches scientifiques qui sont faites à ces multiples niveaux d'organisation et qui sont souvent difficiles à relier les unes aux autres. Vous avez des communautés entières de chercheurs qui travaillent sur les aspects moléculaires du cerveau et d'autres qui vont travailler sur les aspects cognitifs et qui ne se parlent pas en fait. Et donc, c'est très difficile d'interagir. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que c'est compliqué, c'est que le nombre et la diversité des techniques d'investigation du cerveau est assez considérable et sans arrêt en expansion, comme c'est illustré ici sur un graphique qui montre un peu ces techniques à travers leur précision spatiale que vous avez en abscisse et la précision temporelle en ordonnée. Alors, si on essaie justement de se dire, tiens, on comprend pas bien le cerveau, une des raisons pour lesquelles on comprend pas bien, c'est qu'on n'a pas de modèle en fait. Quelle est la fonction du cerveau? Quand vous demandez, si vous demandez à des étudiants, vous allez dire quelle est la fonction de l'estomac, quelle est la fonction du cœur, etc. On a tous une idée, mais si vous leur dites, ah oui, le cerveau, à quoi ça sert? Les gens ne savent pas très bien répondre, en fait. Quelle est la fonction finalement du cerveau? Si on prend le système immunitaire, par exemple, on peut le définir comme un système de reconnaissance, c'est-à-dire que les anticorps doivent reconnaître les éléments pathogènes, les antigènes, pour pouvoir les combattre. Donc, on parle beaucoup d'immunité à l'heure actuelle. Et si on prend le système nerveux central, on pourrait un peu par analogie aussi le considérer comme un système de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il est apparu, le système nerveux central est apparu au cours de l'évolution, à un moment donné, ce sont des cellules électriquement excitables entre des effecteurs moteurs et des récepteurs sensoriels qui vont nous aider à donner des réponses différentes à différents signaux de l'environnement de manière rapide et efficace et de pouvoir les généraliser. Donc, cette idée de produire des réponses adaptatives aux stimuli de l'environnement fait qu'on pourrait définir le cerveau comme un organe biologique de reconnaissance. Et c'est une idée qui n'est pas de moi, c'est une idée je vais dire mon maître à penser, la personne qui a probablement le plus influencé mes travaux et ma pensée scientifique, qui est Gerald Edelman, qui était un prix Nobel de médecine en 1972, travaillant en immunologie puis en neurosciences, et qui définissait la neurobiologie de la même manière que l'embryologie ou l'immunologie comme une science de la reconnaissance, si vous voulez. Et donc j'ai repris cette idée-là en disant, voilà, c'est quoi la reconnaissance en biologie? C'est pouvoir produire une réponse spécifique à un stimulus donné et donc pouvoir faire la différence entre différents stimuli et généraliser cette réponse à travers des multiples vues, voire une infinité de vues exemplaires de ce stimulus. Donc à partir du moment où on définit le cerveau en disant sa fonction fondamentale, c'est ça, à un niveau général, à un niveau global. Par exemple, on prend un exemple comme ceci, si vous promenez dans l'environnement et que vous devez faire la différence entre des chats et des chiens, que doit faire votre cerveau? Il doit donner une réponse spécifique à chaque chat que vous allez voir, que vous allez rencontrer, et cette réponse doit être généralisable à travers des vues différentes, même quand, par exemple, deux chats vont être beaucoup plus différents qu'un chat et un chien sur un plan physique. Donc, votre cerveau doit pouvoir généraliser au travers des propriétés physiques. Si l'on prend le cerveau comme un système de reconnaissance, quelle est la forme de reconnaissance ultime, la plus compliquée, la plus aboutie dans l'espèce humaine, et c'est pour ça que je travaille là-dessus en fait. J'ai tendance à considérer que c'est la reconnaissance faciale.
Alors, laissez-moi illustrer ça. Si je reprends l'exemple similaire à ce que j'ai présenté avec les chats et les chiens, cette fois, je prends des photographies ici. Vous reconnaîtrez certainement l'acteur américain George Clooney, qu'on voit dans les publicités Nespresso, etc. Que fait votre cerveau quand il voit ça? Il doit faire aussi une opération de discrimination et de généralisation. Il doit produire une réponse spécifique à George Clooney, qui est différente des autres visages, qu'ils soient connus ou inconnus, et généralisée à travers différentes vues de George Clooney. Donc, c'est discrimination, généralisation. Discriminer, généraliser, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance d'un visage, ou dans ce cas-ci, la reconnaissance de l'identité faciale. Bien entendu, sur les visages, moi je vais me concentrer surtout sur l'identité faciale. Sur les visages, c'est très riche parce que vous ne reconnaissez pas uniquement l'identité, mais vous allez utiliser le visage pour reconnaître si vous avez affaire à un homme ou une femme, si vous avez affaire à quelqu'un qui est heureux, fâché, etc. Si quelqu'un qui fait attention à ce que vous dites, vous allez estimer l'âge des personnes, si la personne est attractive, si elle est fatiguée, etc. Donc, tout le temps, vous allez réaliser toute une série de reconnaissances très riches sur ces stimuli faciaux. La reconnaissance de l'identité faciale, toutefois, est de loin la plus difficile. Probablement que déjà vous vous êtes dit, vous m'avez entendu depuis une minute de parler de la reconnaissance d'identité faciale, il y a certainement ici dans la salle qui se disent « Ah ben moi je suis nul en reconnaissance faciale, je sais pas ce qu'il dit, mais voilà, moi j'y arrive pas très bien. » Et donc on en parlera certainement lors de la discussion. Pourquoi c'est la reconnaissance ultime, la forme de reconnaissance ultime? 3 arguments. D'abord parce que en termes de discrimination visuelle, c'est compliqué parce que les visages se ressemblent en fait, c'est des morphologies qui se ressemblent. Alors ce que j'ai montré à droite ici, ce que vous voyez à droite, mais chaque point c'est un visage, donc vous avez 200 visages ici, je ne sais pas si mon pointeur ne fonctionne pas, là voilà, c'est 200 personnes, là c'est 200 personnes d'une population génétiquement homogène, et ce que le graphique montre, c'est qu'en fait, chaque partie du visage apporte de l'information. Donc, la largeur du nez ou la hauteur du nez varie entre les individus, mais de manière qui est non corrélée. Ça veut dire que vous pouvez utiliser les deux pour reconnaître les personnes, alors qu'avec une seule dimension, par exemple pour la main, c'est parfaitement corrélé. Et donc, vous avez très peu d'informations sur les autres parties du corps pour reconnaître l'identité. Sur le visage, il y a énormément de variabilité au niveau morphologique et il y a des études génétiques qui montrent que le maximum de variabilité entre les personnes, on retrouve au niveau de la face. Donc, ça apporte beaucoup d'informations, mais malgré tout, les structures sont quand même très similaires. Deuxième raison pour laquelle c'est difficile, c'est que la réponse spécifique, la généralisation est difficile. Vous devez généraliser à des vues très différentes. Vous prenez ces 2 photographies-là, si vous connaissez pas George Clooney, c'est très difficile de pouvoir dire. Maintenant, ça doit être très facile de pouvoir reconnaître Zelensky ici, mais il y a 1 an et demi, peut-être vous n'auriez jamais pu dire que c'était la même personne. Alors celui-ci, il n'y a pas de problème, vous pouvez dire que c'est la même personne. Donc les visages changent constamment. Il change avec le point de vue, il change avec l'éclairage. Vous ne voyez jamais 2 fois la même vue du même visage. Donc, quand je bouge comme ça, votre cerveau voit des vues différentes. Le visage change au cours de l'âge, d'expression faciale, etc. Et donc, c'est très difficile de généraliser. La 3e raison pour laquelle c'est difficile, c'est que depuis le 15 novembre, on estime qu'on a 8 milliards de personnes sur Terre. Ça veut dire 8 milliards de visages, parce que chaque visage est unique, même les visages de jumeaux sont différents. Tous les visages qui ont existé dans l'histoire de l'humanité, en fait, sont uniques. Et donc, il y a un nombre de visages, ça veut dire un nombre de catégories, quelque part, qui est extrêmement élevé et qui rend cette fonction extrêmement difficile. En plus, on en crée tout le temps. Donc, j'ai parlé de Zelensky, par exemple, il y a 1 an et demi, 2 ans, moi, je ne connaissais pas. Voilà, on crée tout le temps. Vous connaissez, la plupart d'entre vous connaissez probablement pas mon visage. Voilà, vous apprenez tout le temps des visages. On crée sans arrêt des nouvelles catégories pour reconnaître les visages. Donc, c'est difficile pour ces raisons-là. Alors, combien de visages vous connaissez? Il y a une étude en Angleterre qui a été réalisée il y a quelques années chez des étudiants universitaires qui a pu estimer qu'ils connaissaient en moyenne 5000 visages. Et c'est des étudiants, c'était 21 ou 22 ans. Donc, on peut penser que les gens plus âgés, même s'ils en oublient, on en oublie tout le temps, connaissent bien plus que ça. Donc, 5000 visages. Donc, quand je dis à mes étudiants combien de visages vous connaissez, il y en a certains qui me disent, bon, 300, 400. Mais non, c'est des milliers et des milliers. Donc, votre cerveau doit encoder et pouvoir reconnaître des milliers de catégories. Alors, comment le cerveau fait, justement? Mais la 3e partie de mon exposé ici, donc le point 3, c'est ce que j'appelle le modèle classique de reconnaissance faciale, que je vais essayer d'illustrer non pas à travers la reconnaissance de l'identité faciale, mais je vais reprendre le même type de panel que j'ai présenté auparavant, avec quelque chose qui ici semble beaucoup plus simple. Votre cerveau reconnaît immédiatement ici qu'il y a 4 visages parmi les objets. Donc c'est aussi de la reconnaissance, c'est la capacité de reconnaître un stimulus comme étant un visage, donc pas une question d'identité. Et donc, on peut, à partir de là, se dire, tiens, justement, qu'est-ce que c'est un visage? Donc, on va avoir une définition physique objective. On va dire, voilà, le visage, c'est la partie du corps qui regroupe la plupart des organes sensoriels en avant de la tête de l'animal. On sait que c'est aussi une opération de discrimination et de généralisation.
vous devez discriminer ces 4 visages de toutes les images d'objets, et vous devez pouvoir généraliser, votre cerveau doit pouvoir généraliser, donc donner la même réponse à ces 4 stimuli en question. Le cerveau humain, à ce niveau-là, on sait qu'il est excellent. Il y a des études, je pourrais en montrer beaucoup. Je vais juste en montrer une. Il y a des études qui montrent, par exemple, vous présentez 2 images comme ça et vous demandez aux gens de faire un mouvement oculaire vers le visage qui est soit présenté à gauche, soit présenté à droite, donc de manière aléatoire. Et ce qu'on voit, c'est que les temps de réaction de mouvement oculaire, vous voyez, ça commence à peu près à 100 millisecondes, 95% de performance. Donc, les temps de réponse moyens ici sont 150 millisecondes. Donc, c'est extrêmement rapide d'aller vers le visage. Par ailleurs, il y a d'autres expériences qui montrent dans ce même article que si on demande aux gens de faire l'inverse, c'est-à-dire de regarder l'autre stimulus que le visage, ils n'y arrivent pas. En fait, ils font une saccade automatique vers le visage. Donc, vous êtes attiré automatiquement vers le visage, même contre votre volonté, si on veut. Alors, je sais que ça date un petit peu, mais malgré tout, on pourrait avoir l'impression, parce qu'on a entendu parler des machines, etc., qui surpassent l'homme, etc. Donc, moi, je suis parfois un peu sceptique pour ça, parce qu'on montre effectivement les machines peuvent être très bonnes pour détecter les visages, pour reconnaître les visages, mais quand vous masquez les images, par exemple, si vous masquez l'air visible des visages, il y a une chute de performance qui est assez forte sur les meilleurs algorithmes de reconnaissance des visages, alors que le cerveau humain est beaucoup plus résistant que ces algorithmes. Donc, on fonctionne différemment, et sur certaines choses, on est encore beaucoup plus performant que les machines. Comment le cerveau s'y prend? Conception classique, on pense que pour reconnaître un visage, c'est un peu comme un puzzle, si vous voulez, que le cerveau doit d'abord reconstruire une image. Et donc, même si on n'a pas conscience de ça, même si ça semble prendre du temps, c'est un processus très rapide dont on n'est pas conscient. Et le cerveau reconstruirait élément par élément une image d'un visage quand on voit un visage. Et donc, dans toute une série d'étapes, à partir de l'œil, ici, projection en passant par une structure au centre du cerveau qu'on appelle le thalamus, projection vers l'arrière du cerveau, et puis toute une série d'étapes fixes où l'on construirait une image ou ce qu'on appelle une représentation du monde, ou dans le cas une représentation d'un visage. Ça, c'est le modèle classique, l'idée qu'on décode l'information du stimulus. Donc, c'est le modèle de l'ordinateur digital, où on pense que le cerveau humain, comme les cerveaux des autres espèces animales, est largement connecté à une série d'étapes de calcul et de traitement de l'information agissant sur des représentations du monde extérieur. Et donc, là, je vais passer très vite sur quelques dias pour vous montrer que c'est effectivement les modèles classiques, standards, des modèles computationnels de ce type-là, où on pense qu'on décompose le stimulus en petits éléments, puis on associe ces petits éléments, et petit à petit, on construit une image du monde. Voilà encore, c'est des articles assez influents, donc cette idée qu'on reconnaît par fragments. Et donc, en gros, l'idée, c'est qu'il y a 2 processus. C'est qu'on a un processus qu'on appelle la perception, qui serait une analyse d'image, telle que je viens de brièvement décrire. Et lorsqu'on a construit l'image, on va l'associer à la mémoire, et ça nous permet de reconnaître. Et donc, d'ailleurs, même en sciences, en fait, en neurosciences cognitives, les gens qui travaillent sur la perception, souvent, ne sont pas les mêmes que les gens qui travaillent sur la mémoire. C'est des communautés différentes, ce qui cause pas mal de problèmes. Donc, l'idée, c'est que notre cerveau construirait une image d'un visage pour ensuite l'associer à une image de visage stockée en mémoire. Donc là, ce serait la perception. On a construit cette image et puis ensuite, on va l'identifier. Ça, c'est des modèles cognitifs tels qu'on les a en psychologie cognitive, où on a des étapes perceptives et puis des étapes de mémoire, où on pense qu'il y a un stock de visages dans le cerveau qui est distinct des processus de construction de l'image. Ici, je l'ai mis sur un schéma de cerveau, je l'ai repris d'articles. Vous voyez, à l'arrière du cerveau, il y aurait l'encodage de la structure statique du visage, et puis ensuite, il y a les mémoires des visages ici qui seraient stockées. Donc ça, c'est, hop, de nouveau, je pense que là, j'ai perdu aussi le contrôle. Non, c'est bon, voilà. Alors, une des sources d'inspiration de ce type de modèle, c'est les enregistrements chez le singe en neurophysiologie, ou en particulier chez le macaque. Il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'effectivement, quand on part de l'arrière comme ça, où se projette l'information de la rétine et puis qu'on va vers l'avant, donc on remonte vers l'avant, on a une augmentation, effectivement, les neurones répondent à des stimuli de plus en plus complexes, donc une augmentation de la complexité, une augmentation des latences de réponse et une augmentation de ce qu'on appelle le champ visuel aussi. Les cellules, à la base, répondent à des petites parties du champ visuel, et puis les cellules dans les régions plus antérieures répondent à des objets complexes et des parties plus importantes du champ visuel. Donc cette idée de hiérarchie, si vous voulez, qui a culminé jusqu'il y a quelques années, et qui a encore des travaux, par des articles très connus comme ça, qui ont dit, voilà, cette fois-ci, maintenant, on a compris complètement comment le cerveau codait les visages, parce qu'on étudie le cerveau du singe, on enregistre les cellules, et on peut tout à fait comprendre comment le cerveau reconnaît. Alors, c'est pas le cerveau ne reconnaît pas avec. Il y avait des vieilles théories qui disaient il y avait le
la théorie du neurone grand-mère, vous avez peut-être entendu parler. Quand je parle à une audience comme ça, je devrais plutôt parler du neurone le petit-fils, neurone du petit-fils ou neurone de la petite-fille, c'est peut-être plus pertinent, mais vous auriez dans la tête un neurone spécifique pour chaque visage. Alors, il n'y aurait pas qu'un, mais il y aurait des neurones qui répondraient qu'à un seul visage et à aucun autre visage, et puis des autres neurones qui répondraient à un seul visage, etc. Cette théorie a été rapidement battue en brèche, elle n'est pas correcte, et on s'est plutôt dirigé vers une idée que ce serait une sorte de code, donc un code relativement simple où, en fonction de décharge des neurones, on pourrait coder presque une infinité de visages. Prenons par exemple 3 neurones, chaque neurone aurait 10 niveaux d'activité, eh bien vous pouvez coder 1000 visages. Ce serait ça l'idée en fait. Et donc cette idée-là, elle est défendue par les gens qui étudient la neurophysiologie chez le singe et qui défendent l'idée qu'un pattern d'activité pourrait permettre de reconnaître les visages de cette manière. Donc ça, vous avez un article dans Pour la science en août 2019, comment le cerveau code les visages. Si l'on utilise un code comme celui-là, la conclusion c'est que 200 cellules, 200 neurones suffisent pour coder des milliers de visages. Vous voyez déjà un petit peu le paradoxe parce que je vous ai dit on en a 86 milliards et on n'est pas si bon que ça. Donc, il y a déjà un paradoxe, et c'est pour ça que je vais venir sur une conception un peu différente qui montre que, en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Alors, je commence par ce que j'appelle la notion de perception indirecte. Et donc, ma conception du fonctionnement du cerveau, et en tout cas en matière de reconnaissance, est différente. L'idée, c'est que vous avez des entrées sensorielles, donc c'est pas la perception, c'est pas juste une question de vocabulaire, ce que j'appellerais de bas niveau non catégoriel, inconsciente. Donc vous avez effectivement vos entrées sensorielles au niveau de la rétine, etc., qui vont contacter vos mémoires faciales. J'ai laissé le terme en anglais, parce que c'est difficile de trouver un terme qui colle un peu mieux que ça. Et c'est ce contact avec les mémoires faciales qui vont donner lieu à la reconnaissance et la perception en même temps. Donc il n'y a pas de distinction entre perception et reconnaissance. La perception, c'est quoi? C'est simplement une impression subjective qui émerge lorsque vous reconnaissez quelque chose. Et donc, il n'y a pas la perception ne précède pas la reconnaissance, mais c'est une expérience subjective, donc consciente, toujours consciente. Ça veut dire que dans ce modèle, il n'y a pas de perception inconsciente, il y a des sensations inconscientes, il y a des désirs inconscients, etc. Il n'y a pas de perception inconsciente, il n'y a qu'une perception consciente. Cette idée-là, elle n'est pas de moi, évidemment. Il est très difficile d'avoir des idées complètement originales en science. Celui qui dit qu'il est complètement original, je pense qu'il ne dit pas la vérité. Donc, évidemment, j'ai été le chercher ailleurs. C'était l'idée de Helmholtz, un des plus grands scientifiques du 19e siècle, dans multiples disciplines, qui a écrit un traité sur la perception visuelle, et qui a été repris par le psychologue Richard Gregory, qui a beaucoup influencé ma pensée et mes travaux dans les années 60. Donc j'ai mis les ouvrages ici en français et en anglais que je vous conseille. Alors, qu'est-ce qui prouve que cette idée est intéressante? Si vous prenez des images comme celle-là, par exemple, en noir et blanc, donc ça veut dire que la moitié des pixels sont noirs, la moitié des pixels sont blancs. Si vous les mettez à l'envers, vous voyez pas de visage, ou peu de visage, et vous les remettez à l'endroit, vous voyez un visage. Or, il y a exactement la même information dans chaque image. Ce qui se passe, c'est que vous avez une mémoire, une trace mnésique de visage que vous avez vu toute votre existence à l'endroit, et quand ces entrées sensorielles contactent votre mémoire des visages à l'endroit, vous les voyez comme visage. Si c'est à l'envers, vous ne les voyez pas comme visage. Le peintre Arcimboldo, le peintre de la Renaissance, avait très bien exploité ça avec ses tableaux, ces fameux tableaux réversibles, où on les voit à l'envers comme étant constitués de fruits, de légumes, de livres, etc. Quand on les met à l'endroit, on les voit comme des visages, alors que c'est pas constitué d'éléments faciaux. Donc c'est très difficile à expliquer ça dans un cadre classique où on extrairait d'abord des éléments et puis on construirait un visage. Donc vous avez besoin d'utiliser votre mémoire de ce qu'est un visage pour en fait percevoir le stimulus comme un visage. C'est une illustration que je remets ici, par exemple. Si vous prenez le modèle classique que j'ai montré auparavant, comment est-il possible qu'à partir de stimuli comme ceci, qui n'évoquent pas du tout un visage, vous allez les grouper ensemble de façon correcte pour voir un visage? Ça me paraît pas possible. Et donc, l'idée qu'on construirait élément par élément me semble non pertinente à ce niveau-là. Et je défends plutôt l'idée qu'on a une perception holistique des visages, on a une mémoire holistique qui fait que quand vous voyez donc une représentation dans la tête où il n'y a pas de neurones qui vont décharger différemment pour la bouche, le nez, les yeux, etc., mais tout est holistique et intégré, votre mémoire est intégrée, et quand l'entrée sensorielle arrive, elle contacte une mémoire intégrée et vous percevez un visage. Ça, je pense que j'en ai déjà parlé. C'est ce qui fait que, dans certains cas, vous allez voir un visage dans les nuages, ou sur la Lune, ou dans des boîtes, etc. Et l'autre personne qui est à côté de vous va pas le voir, en fait. Donc, il y a une perception subjective. Donc, la perception est subjective. Elle est nécessairement subjective parce qu'elle va dépendre de votre mémoire qui dépend de l'expérience.
Et donc, c'est pour ça aussi qu'on n'est pas d'accord. Donc, c'est voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a des disputes, c'est qu'on va dans le monde reconnaître des choses et qu'un autre ne va pas le reconnaître. Parfois, c'est pas qu'il y en a un qui a nécessairement raison, c'est que la perception n'est pas nécessairement objective. Comment je peux montrer que ça fonctionne comme ça? Si j'enregistre l'électroencéphalogramme, donc simplement l'activité électrique sur le scalp, donc de façon totalement non invasive, on met des électrodes sur le scalp, on présente des photographies de visage, on sait qu'on a une onde juste avant 200 millisecondes ici, qui apparaît à l'arrière de la tête, qu'on appelle la N170, que moi j'aime pas parce que je viens de Belgique, et en Belgique on dit la N170, et c'est très connu, j'ai fait une grosse partie de ma carrière sur cette onde-là, et puis je viens en France, et je dis 70, c'est toujours un peu embêtant pour moi. Ma collègue Stéphanie Carrel, qui est professeure ici à l'Université de Lorraine, elle a montré notamment dans les travaux, il y a quelques années, que cette onde N170, elle est plus forte pour ce stimulus-là que pour ce stimulus-là, alors que physiquement, c'est la même chose. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, jusqu'à à peu près 150 millisecondes, votre cerveau, il suit les propriétés physiques du monde. Et à un moment donné, juste avant 200 millisecondes, en fait, il y a l'intervention de la mémoire. C'est votre connaissance du monde qui va influencer cette réponse électrophysiologique. Donc là, je ne demande rien au sujet. Je présente simplement les images. Celui-ci est encore plus beau, il illustre ça très bien. Je pourrais vous montrer des dizaines d'exemples. Parce que il y a 20 ans d'ici, il n'y aurait pas eu de différence sur cette onde entre les deux images que je vous présente là. Mais comme il y en a un qui est rentré culturellement, qu'on interprète culturellement comme un visage, c'est rentré dans notre mémoire, eh bien, le fait de présenter celui qui est considéré comme un visage culturellement, ça va faire que vous allez avoir une onde plus forte ici avant 200 millisecondes. Donc, la perception est vraiment influencée par notre culture, notre mémoire, notre expérience. En fait. Donc, un visage, on va revoir notre définition. C'est pas une définition physique objective. Quand on me demande c'est quoi un visage, je dis un visage, c'est ce que votre cerveau interprète comme un visage. Et donc, il n'y a pas d'objectivité, si vous voulez, là-dedans. Ça ne veut pas dire que le monde est complètement subjectif, évidemment, sinon on ne s'entendrait absolument pas. Donc, il y a des propriétés sensorielles régulières qui vont déterminer ces mémoires et qu'on va partager, mais il y a une grosse part de subjectivité. Un autre exemple que je vous montre et que j'aime bien par rapport à ça, c'est le dernier là-dessus, c'est l'illusion des visages creux, que vous connaissez peut-être, la hollow face illusion, qui fait que comme votre mémoire des visages voit toujours le visage en relief, en fait, vous êtes incapable de voir un visage creux. Donc, si on vous montre un visage creux, donc il n'y a pas de truc, ici on tourne un masque, vous pouvez essayer chez vous, vous tournez un masque, en fait, vous devriez voir le creux, mais votre mémoire le voit en relief. Alors, ne vous occupez pas du fait que ça change de direction, c'est un effet de parallaxe, c'est pas le problème. Le problème n'est pas le changement de direction gauche-droite, c'est le fait que votre cerveau, votre mémoire a toujours vu les visages en relief, et donc, même quand il est creux objectivement, vous projetez votre mémoire sur le monde. Alors, quelle est l'origine des mémoires des visages dans le cerveau? On pourrait penser que le nouveau-né, il a déjà une mémoire des visages. Il y a des travaux des psychologues qui disent le bébé, il a déjà une mémoire des visages, etc. Oubliez ça, c'est pas vrai. Il y a des expériences qui ont démontré ça complètement, qu'en fait, le bébé, c'est pas qu'il est attiré vers des stimuli faciaux à la naissance, mais il va être attiré lorsqu'il y a, par exemple, plus de points dans la partie supérieure de l'image ici. Donc, le bébé, il va préférer regarder, le nouveau-né va préférer regarder ce stimulus-là que celui-là, alors qu'aucun des deux n'est un visage. Quand on lui montre ces deux-là, il va les regarder de manière équivalente, alors que celui de droite, vous le considérez comme un visage. Quand vous le montrez ces deux-là, il va préférer celui de gauche, alors que celui de droite, nous, on le voit comme un visage. Donc, ça veut dire que le bébé, à la naissance, il n'a pas de mémoire de visage. Il se dirige vers ce qui a le plus de contraste dans la partie supérieure du champ visuel. Si vous refaites cette expérience à 3 mois, c'est fini. Le bébé, il se dirige immédiatement vers le visage. Pourquoi? Parce qu'il en a vu des tas et il a déjà construit une mémoire des visages à ce moment-là. Alors, on a fait quelque chose d'un peu plus compliqué que ça chez des bébés de 4 à 6 mois. C'est nos expériences d'électrophysiologie où on leur présente des objets et puis 1 fois sur 5 des visages. On présente des objets, 6 images par seconde, donc ça va très vite. Je vais vous montrer un petit film là-dessus. Et puis 1 fois sur 5, on présente une image de visage. Et l'analyse est relativement simple. On enregistre toujours l'électroencéphalogramme, mais au lieu de regarder le décours temporel, on va regarder dans le domaine fréquentiel. Donc on applique une transformée de Fourier et on va regarder la réponse simplement aux fréquences qui nous intéressent. En l'occurrence, la fréquence de 1,2 Hz, si le cerveau est capable de donner une réponse différente à chaque image de visage qui se généralise. Si c'est ça, il y aura une réponse à 1,2 Hz. On sait que chez l'adulte, c'est le cas. Donc, on teste les bébés là-dessus. Donc, c'est des expériences qui, à l'époque, étaient faites à Louvain, mais qu'on peut faire. Voilà, c'est relativement facile à faire si on obtient les autorisations éthiques pour faire ce type d'expérience. Donc, le bébé avec des électrodes, on enregistre sur le scalp et puis on présente ces stimuli qui, en fait, ont la particularité aussi d'attirer l'attention. Donc, ça marche assez bien. En fait, les bébés adorent ces stimuli-là. Vous voyez que ça va très vite. Chaque image est présentée pendant le temps d'un seul coup d'œil. Et on montre qu'avec ces images-là,
Si ça passe sur le suivant, voilà. On a en fait là je vais remonter, voilà, ça c'est le résultat principal qu'on a trouvé. On montre qu'effectivement, déjà de 4 à 6 mois, l'hémisphère droit, on a parlé de la latéralisation hémisphérique, l'hémisphère droit du bébé est déjà spécialisé pour reconnaître un stimulus en tant que visage. Donc, on ne demande rien au bébé, évidemment, vous n'avez pas lui demandé de faire une tâche, mais vous avez une réponse, vous voyez, très claire à 1,2 Hz. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'il y a des théories qui disent que la spécialité de l'hémisphère droit pour reconnaître les visages, c'est dû à la lecture, qu'au moment où les enfants apprennent à lire, il y aura une compétition, etc. Oubliez ça, c'est faux. Il y a déjà, à 4 mois, alors que le bébé ne lit pas, une latéralisation de l'hémisphère droit pour les visages. Donc, le bébé a déjà une mémoire générique du visage de 4 à 6 mois. Alors, quelle est l'origine de cette mémoire? Donc, j'ai dit, il a vu effectivement beaucoup de visages, etc. Mais comment ça se construit, ça? Avec mes collègues à l'Université de Bourgogne, en particulier Arnaud Leleu et Diane Rekoff, on a lancé des expériences où on a montré qu'en fait, en répliquant exactement l'expérience que je viens de vous montrer, la seule différence, c'est que les images sont présentées toujours 6 fois par seconde, mais il y en a une sur 6 plutôt qu'une sur 5. Donc, on attend un pic à 1 Hz. Dans 2 conditions, il y a des bébés qui sont présentés dans des conditions normales, je veux dire, et d'autres avec un t-shirt sur eux que leur maman a porté pendant 3 jours, donc avec une odeur maternelle vraiment bien imprégnée. Et on compare les deux groupes de bébés. Et on s'aperçoit qu'en fait, la reconnaissance du visage dépend complètement de l'odeur. S'il y a l'odeur maternelle, il y a une reconnaissance visuelle. S'il n'y a pas l'odeur maternelle, il n'y a pas de reconnaissance. Donc ça, c'est fascinant parce que ça montre que les entrées multimodales, de multiples modalités, sont nécessaires au départ. Alors, si vous refaites l'expérience à 8 mois, c'est plus le cas. L'odeur a beaucoup moins d'effet. Et en fait, la reconnaissance s'émancipe, si vous voulez, la reconnaissance visuelle s'émancipe de l'odeur. Et ça, c'est l'idée qu'on a, c'est qu'au départ, on a une population de cellules dans le cerveau qui répond à de multiples modalités, en particulier l'olfaction et l'audition, parce que l'olfaction, c'est une modalité très précoce au cours du développement, que le bébé déjà in utero va être sensible à l'olfaction, et donc il y aura une mémoire multimodale au départ qui va servir à créer progressivement une mémoire unimodale, donc basée exclusivement sur la vision et qui va permettre de reconnaître. Alors, je termine ici donc c'est la dernière partie pour parler un petit peu des recherches. Maintenant, on va revenir un petit peu sur l'adulte, sur le cerveau humain et la reconnaissance faciale. Donc, on va descendre un petit peu plus dans la matière cérébrale. Pour vous dire que quand j'ai commencé ma thèse, au début des années 90, on connaissait en fait très, très peu sur les bases cérébrales de la reconnaissance des visages. On n'avait pas les techniques. Ce qu'on connaissait, c'était essentiellement la localisation des lésions de patients qui perdaient la reconnaissance des visages soudain, ce qu'on appelle la prosopagnosie, c'est-à-dire littéralement sans connaissance des visages, quelque chose qu'on connaissait depuis déjà le milieu du 19e siècle, qui a été dénommé en 1947, mais qu'on connaissait déjà depuis longtemps. Avec la patiente la plus connue maintenant, c'est une patiente avec laquelle j'ai travaillé depuis 20 ans, qui est le cas PS, qui était en 92, elle a été touchée à la tête par le rétroviseur d'un bus. Elle était sur Tower Bridge à Londres, ça s'invente pas. Elle a été dans le coma, elle a eu de multiples lésions et elle s'est retrouvée prosopagnosique. Donc c'est quelqu'un qui parle, qui marche, qui est en excellente santé, qui a toutes ses facultés cognitives et qui ne reconnaît plus personne. Il a perdu la reconnaissance des visages alors qu'elle était extrêmement physionomiste. Alors, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je donne un cours à Lille, à l'Université de Lille, par exemple, chaque année, c'est 6 à 8 heures, rien que de la prosopagnosie. Et il y a les 3/4, c'est juste sur cette patiente parce qu'on l'a étudiée depuis 20 ans. Donc, on travaille avec une seule patiente. C'est des cas qui sont très rares. Donc, elle a travaillé dans nos laboratoires, mais elle a travaillé aussi à travers le monde. Elle a été étudiée des centaines d'heures pour le fonctionnement de son cerveau. Si ça vous intéresse, j'ai mis les DIA ici donc j'ai publié récemment des synthèses des travaux. Il y a 35 articles scientifiques juste sur une seule patiente, sur un seul cas. Donc, dans notre domaine, on travaille parfois avec un seul cas d'étude comme ça. J'aurais pu faire ma carrière rien que en travaillant sur ce cas PS. Juste pour vous montrer, par exemple, vous lui montrez à l'époque, c'était en 2000 quand on l'a testé, elle reconnaissait aucune des personnes célèbres, alors que vous lui montrez les noms, elle reconnaît sans problème ces personnes. Donc, elle est tout le temps devant la télé. Vous lui montrez les photos, elle ne reconnaît personne. Vous montrez des visages inconnus comme ceci dans des tâches qui sont difficiles. Donc là, c'est pas trop difficile si vous devez faire la différence entre celui-là et celui-là, ils sont différents. Mais si vous paramétrez les visages de telle sorte parce que vous créez presque des jumeaux, donc c'est difficile de faire la différence. Vous demandez aux gens de faire des discriminations, donc vos sujets d'expérience, vous demandez de discriminer. En général, vous observez qu'il y a une augmentation du taux d'erreur en fonction de la discrimination, ce qui est tout à fait normal. Vous voyez que la patiente, quand les visages sont très difficiles à discriminer, comme des jumeaux par exemple, elle n'est pas très différente de nous.
Mais par contre, quand c'est évident, quand ça saute aux yeux, elle est déjà déficitaire dans cet âge-là. Donc, le problème de la reconnaissance des visages, c'est pas quand on doit discriminer des jumeaux. Réfléchissez, quand vous devez discriminer des jumeaux, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à aller voir s'il n'y a pas un point particulier, etc. Ça, c'est pas naturel. Donc, c'est pas son problème. Son problème, c'est ce qui saute aux yeux, ce qui nous permet de reconnaître. Vous faites la même expérience avec des autres objets, par exemple des voitures ici. La patiente, on peut pas distinguer la patiente PS des autres patients. Donc, c'est spécifique à l'identité faciale. Ça veut dire que dans son cerveau, il y a des circuits qui étaient spécifiques de la reconnaissance de l'identité faciale qui ont été détruits par les lésions cérébrales. La dernière chose que je montre sur cette patiente, c'est qu'on a montré qu'en fait, et ça c'était une nouvelle observation, on s'y attendait pas du tout, quand elle essaie de reconnaître un visage, elle regarde beaucoup la bouche, mais elle regarde aussi les yeux. Donc ça, chaque point, c'est une fixation oculaire. Et on a vu que sa collègue ici, parce que c'était des visages d'enfants, elle travaillait dans un jardin d'enfants, en fait, alors qu'elle était prosopagnoïque, très, très difficile. Sa collègue, en fait, fixe au milieu de l'écran, ici. Et ça, c'est l'endroit que vous regardez en premier lorsque vous reconnaissez l'identité faciale. Avant ces travaux, on ne savait pas ça. Donc, en fait, on pensait qu'on analysait les yeux, etc. C'est faux. Le meilleur point de reconnaissance des visages, c'est ici. Pourquoi? Parce que ça vous permet de voir en un seul coup d'œil l'ensemble du stimulus. C'est ce qu'on a appelé, nous, on a défini ça comme le centre de masse du visage, qui est pas sur le bout du nez, qui est un peu plus haut parce qu'il y a davantage d'éléments dans la partie supérieure. Donc, un patient par rapport à un observateur typique, l'idée c'est qu'un observateur typique il reconnaît les visages de cette façon-là. Donc, c'est toujours global, c'est toujours holistique. On part de quelque chose de flou et on arrive à quelque chose de plus fin. Un patient prosopagnosique, il est capable de faire du flou et du fin, mais pas en même temps. C'est-à-dire que tout ce qu'il peut faire au niveau fin, au niveau détaillé, va être focalisé sur certains traits et il est incapable d'avoir une perception holistique à un niveau de résolution suffisamment fin. Alors, ça, je peux passer là-dessus. Je vais maintenant terminer sur les lésions et donc être dans le cerveau. Donc, la patiente PS touchée à la tête, on a fait des analyses détaillées de ces lésions, mais pas de chance, elle a quand même beaucoup de lésions cérébrales. Des lésions cérébrales dans les deux hémisphères qui sont, semble-t-il, critiques pour la reconnaissance faciale, alors qu'il existe des cas de prosopagnosie comme ça, comme par exemple ce patient-là qu'on a aussi étudié il y a quelques années, avec des lésions uniquement à droite. Donc, il est démontré très clairement que votre hémisphère droit est supérieur dans la reconnaissance des visages, c'est clair, il n'est pas seul, l'hémisphère gauche contribue, mais on sait depuis longtemps que l'hémisphère droit est l'hémisphère dominant. Mais je l'ai dit, jusqu'il y a 30 ans d'ici, on savait pas beaucoup plus que ça. On savait que ça se passait à la base du cerveau et on savait que c'était l'hémisphère droit. Voilà le type d'image que vous aviez en 1974, le type d'illustration dans les figures d'un article qui donne pas beaucoup d'informations sur l'endroit où ça se passe. Au début des années 90, il y a la neuroimagerie fonctionnelle. D'abord, c'était le scanner à positron, et puis on arrivait avec la neuroimagerie fonctionnelle, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Ça a changé la donne complètement. Donc moi, j'ai eu de la chance et de la malchance quelque part, parce que c'est devenu beaucoup plus complexe aussi. J'ai eu de la chance, je suis arrivé à peu près à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, il y a des études qui présentent des visages et des objets, et qui s'aperçoivent qu'il y a une petite région à la base du cerveau, ici, surtout à droite, vous voyez que c'est aussi à gauche, mais surtout à droite, qui répond plus fort pour les visages que pour les objets. Et on a appelé ça l'aire fusiforme des visages, parce que c'était dans une partie du cerveau qu'on appelle le gyrus fusiforme, ça n'a pas tellement d'importance. Et donc, on appelle ça la FFA. Il n'y a qu'en France qu'on croit que la FFA, c'est la Fédération française de l'apéritif. Mais sinon, à peu près partout dans le monde, maintenant, on sait que la FFA, c'est une région dans le cerveau qui est particulièrement importante pour reconnaître les visages. Et donc, elle est située à peu près dans tous les cerveaux. Elle est située à peu près ici. Vous avez sur la base du cerveau ici à droite. Donc cette aire des visages. Au point que, alors je ne crois pas que j'aurai le son ici, ça passe pas très bien. Ah, peut-être quand même. Peut-être que ça passe quand même. Ça passait pas tout à l'heure. Au point que, par exemple, dans le film James Bond, il essaye de rendre James Bond prosopagnosique je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film, il y a quelques années. Voilà, il essaie de faire une lésion dans le gyrus fusiforme. Alors, le directeur du film se trompe de côté parce qu'il le fait à gauche. Et en plus, il le fait ici. Alors que si vous voulez toucher le gyrus fusiforme, vous devez être là. Et donc, il y a même un neurochirurgien qui a écrit en disant qu'est-ce que c'est que c'est nul. Vous n'avez même pas été capable de le faire correctement. C'est pour ça que James Bond ne devient pas prosopagnosie. Alors, où sont ces régions? Je vous ai dit que le singe, ça avait été un modèle, donc le singe rhésus, le macaque en particulier. Où sont ces régions chez le singe? Donc, le singe rhésus, c'est le modèle en neurosciences le plus utilisé avec le rat, notamment, mais c'est considéré comme le modèle le plus proche sur un plan de l'évolution de l'homme. On est séparé d'à peu près 25 millions d'années ici, donc les macaques
macaques, donc c'est pas les chimpanzés. Où sont ces régions chez le singe? Eh bien, ces régions chez le singe, elles n'existent pas. Donc, si vous comparez un cerveau de singe à un cerveau humain, c'est quand même très différent. Vous avez à peu près 6 milliards de neurones pour 86 milliards de neurones. Vous voyez que c'est beaucoup plus lisse. Quand vous regardez à taille relative sur la surface ventrale, il n'y a pas de gyrus fusiforme chez le macaque, ça n'existe pas. Donc, les structures qui ont été développées au cours de l'évolution, qui nous permettent d'être efficaces en matière de reconnaissance des visages, vous ne la trouvez pas dans ce qui est considéré en neurosciences comme le meilleur modèle animal pour comprendre le cerveau humain. Là, il y a quand même un gros problème. On ne peut pas étudier cet animal pour comprendre. C'est pas très surprenant parce qu'en fait, il est nul. Le macaque, si vous essayez de l'entraîner avec des tâches de reconnaissance faciale, même très simples comme ça, il faut des milliers et des milliers d'essais et il n'est pas très bon. Et c'est purement lié aux images. Donc, quand il a appris la tâche, vous changez les images, il est vraiment pas bon. Vous mettez les images à l'envers ou à l'endroit, ça ne change rien. Vous mettez des singes avec lesquels il a vécu pendant 10 ans ou pas, ça ne change rien. Le macaque est nul en matière de reconnaissance des visages. Donc, l'idée qu'en étudiant les neurones chez le macaque pour comprendre la reconnaissance des visages dans le cerveau humain, ben ça colle pas vraiment. En fait, il n'y a pas les bonnes structures et le macaque, il est vraiment pas bon. Donc ça, vous pouvez oublier. Ça veut dire que l'idée que 200 neurones suffirait, ben, c'est un peu problématique. Donc, dans cet article, notamment du Pour la science, on avait critiqué ça avec mes collègues Jacques Jonas et Laurent Kessler. Donc, comment on doit faire alors, juste avant de terminer là-dessus, donc comment on doit faire on pourrait se dire, ok, mais ça c'est le macaque, on pourrait étudier le chimpanzé. Il n'y a pas d'études chez le chimpanzé parce que sur un plan éthique, vous pouvez pas faire des études invasives chez nos plus proches cousins. On est séparés d'à peu près 6 ou 7 millions d'années. Ça ne se fait pas. Il y a des études comportementales. Et c'est intéressant parce que les études comportementales ont tendance à montrer que les chimpanzés sont pas très bons en matière de reconnaissance faciale non plus. Alors, sur l'identité, ils peuvent être très bons. Darwin avait raison. Ils peuvent être très bons sur la reconnaissance des expressions, etc. Mais sur l'identité, ils sont pas très bons. Et on montre que sur l'identité, ils utilisent davantage le postérieur des individus plutôt que les visages. Donc, il y a des études qui montrent qu'en fait, ils sont meilleurs à reconnaître les autres sur la base du postérieur que du visage. Je rigole pas. Voilà, j'ai mis ça parce que comme ça, vous avez les dias. Mais voilà. Le chimpanzé possède un gyrus fusiforme, mais avec des propriétés morphologiques qui sont aussi différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des études qui montrent que quand vous analysez sur un plan anatomique les régions du gyrus fusiforme chez le chimpanzé et chez l'homme, il y a des différences importantes que vous ne retrouvez pas chez le chimpanzé, entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche notamment, quant à la taille des cellules, quant à la taille des mini-colonnes de cellules, l'organisation à un niveau même très fin, qui montre qu'il y a une spécificité humaine, donc à la fois sur un plan comportemental et sur un plan neuroanatomique. Donc comment on doit faire? C'est pour ça que je suis venu à Nancy, parce qu'en fait à Nancy, on a cette possibilité d'enregistrer à l'intérieur du cerveau, donc pas seulement en résonance magnétique fonctionnelle comme ceci, mais de faire des enregistrements électrophysiologiques à l'intérieur du cerveau chez les patients épileptiques, dont je vais vous parler maintenant pour terminer mon exposé. Donc, en fait, je vous ai dit, il y a l'aire fusiforme des visages. En fait, il y a plusieurs régions. Si on est honnête, si on met les gens dans un scanner en résonance fonctionnelle, on a plusieurs régions. Donc, il y a plusieurs aires fusiformes, il y a même des aires dans d'autres régions, etc. Donc, toutes ces régions ici, en fait, c'est des populations de neurones qui répondent plus fort pour les visages que pour les objets. Et moi, c'est ce que j'appelle des aires de mémoire. C'est la mémoire, en fait. C'est pas des aires de perception. Dans ma conception, c'est les aires de mémoire, c'est-à-dire qu'au départ, à la naissance, les cellules sont là, mais elles ne répondent pas spécifiquement au visage, elles vont devoir apprendre à répondre spécifiquement au visage, et donc la mémoire, en fait, elle est localisée dans ces régions. Ça veut dire que c'est une conception systémique de la mémoire, où la mémoire, elle est presque partout dans le cerveau, plutôt que d'avoir une région du cerveau qui s'occupe de la mémoire. La mémoire, c'est des renforcements de poids synaptiques à certains endroits du cerveau qui vont créer des regroupements de cellules qui vont pouvoir répondre à certains stimuli. Alors, pourquoi donc ces régions, pourquoi les neurones sont regroupés en régions? Ben ça, vous connaissez certainement le principe de Donald Hebb qui dit que quand des neurones déchargent ensemble, elles s'associent, elles renforcent leur poids synaptique. Et donc, on peut penser que quand on voit beaucoup de visages et qu'on a une activité dans ces régions-là, comme c'est le stimulus pratiquement plus fréquent pour les individus, en particulier pour les enfants, dès les premiers âges de la vie, on va avoir beaucoup de neurones qui vont décharger ensemble, se renforcer, structurer leurs connexions et avoir des renforcements de poids synaptique, ce qui fait qu'on a des régions relativement larges qui vont répondre pour les visages. Donc, il y a beaucoup d'études qui se font où on étudie alors ces régions. On peut faire des études des couches cellulaires dans ces régions. Vous voyez que les cellules sont organisées en colonnes. Et l'idée, c'est que ces colonnes de cellules, alors on ne sait pas comment les étudier, c'est pas évident parce qu'on ne peut pas rentrer de manière invasive à une informatique, vont apprendre à répondre à une variété de stimuli faciaux comme ceci, par au départ une mémoire multimodale, des stimulations multimodales concurrentes qui vont permettre de reconnaître les visages. Donc c'est une conception de la mémoire corticale ou mémoire des systèmes que j'ai repris de Joaquín Fuster, qui est un neuroscientifique espagnol qui vit encore en fait, très âgé,
donc que je vous conseille, Memory in the Cerebral Cortex, probablement pour moi le livre le plus intéressant sur la mémoire. Donc reconnaître un visage, c'est quoi? C'est pas très compliqué, et c'est pas construire une image à travers des tas d'étapes compliquées, c'est simplement activer des cellules. C'est simplement activer ces cellules-là, ces régions de mémoire des visages. Et donc ce qu'il nous faut comprendre, c'est comment les régions ici de bas niveau qui reçoivent les entrées de la rétine vont pouvoir lancer l'activité, décharger les régions et vous permettre alors de voir un visage, par exemple, sur la planète Mars. Les études de neuroimagerie fonctionnelle montrent ça très bien. Donc, si je vous montre cette image, par exemple, vous n'avez pas d'activité dans le gyrus fusiforme. Et puis, si je vous montre celle-ci et que je vous remontre la même, de la même manière qu'on a montré ces études en électrophysiologie, vous avez tout d'un coup cette région qui s'active. Et donc, pour le même stimulus, vous voyez, avant, après, vous avez une réponse ou pas en fonction de votre mémoire, de la mémoire qu'on a créée du stimulus facial. Vous avez dit 200 neurones, c'est faux. Combien est-ce qu'il y a de neurones dans ces régions? Ben, il y a des estimations qui font on arrive à peu près à 30 000 neurones par millimètre cube. Dans un petit cube en IRMF, on divise ça en voxels, on estime qu'il y a à peu près 1 million de neurones. Ça veut dire que moi, j'estime qu'en fait, dans ce réseau qui vous permet de reconnaître les visages, vous avez à peu près 100 millions de neurones, peut-être des centaines de millions de neurones. Et malgré tout, vous n'êtes pas si bon. Vous faites des erreurs tout le temps. Donc, c'est pas 200 neurones. Il vous faut des centaines de millions de neurones pour reconnaître les visages. Donc, vous oubliez complètement ce modèle-là. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Autre chose aussi qu'on observe qui est particulièrement intéressant, c'est que si je vous mets tous dans un scanner, on va observer qu'en fait, le nombre de régions, la taille des régions et la localisation précise va varier d'un individu à l'autre. C'est pas toujours au même endroit, on peut pas déterminer, et tout le monde n'a pas le même nombre de régions. Donc ça, c'est compliqué parce que ça ne colle pas du tout, c'est une variabilité qui embête les scientifiques, ça colle pas du tout avec le modèle de l'ordinateur, où on a des étapes clés, où tout le monde devrait avoir le même nombre de régions de traitement dans le cerveau. En fait, non. Si je prends un cerveau, il va y avoir 3 régions, un autre, il va en avoir 4, un autre, il va en avoir 2, etc. Comment les scientifiques vont pouvoir gérer ça? Si on vient des mathématiques et de la physique, etc., on peut pas comprendre le monde de cette manière-là. C'est pas possible. On doit avoir des lois claires. En biologie, par contre, c'est un principe fondamental, la variabilité. Si Darwin n'avait pas fait face à cette variabilité dans le monde animal, il n'aurait pas pu expliquer la théorie de l'évolution, n'a pas pu développer son idée de sélection dans la théorie de l'évolution. Donc la variabilité est un principe fondamental en biologie, mais qui est pas très compatible avec le modèle de l'homme-machine tel qu'on essaie parfois de nous présenter. Alors, comment ces mémoires de visage sont connectées? Et là, je termine donc justement par cette idée que c'est pas une connexion progressive et hiérarchique. Par les travaux qu'on réalise à Nancy, on s'aperçoit qu'en fait, quand on enregistre les signaux électrophysiologiques, donc cette fois avec une bonne précision temporelle, on a des électrodes qui sont implantées, donc c'est des travaux qui se font au CHU Nancy, c'est la raison pour laquelle je suis venu développer mes recherches ici à Nancy principalement. On a des électrodes implantées chez les patients épileptiques, non pas pour étudier leur capacité de reconnaissance faciale, en tout cas pas au départ, mais parce que on veut tester si ces régions sont importantes parce qu'elles sont candidates à une chirurgie pour enlever les crises d'épilepsie. Et donc, on veut être sûr qu'on ne va pas enlever des fonctions cognitives importantes et qu'on va enlever les bonnes régions qui sont la source des épilepsies. C'est pas une technique qui est très répandue dans le monde, en fait. Il y a d'autres techniques dans le monde anglo-saxon, avec une ouverture du crâne, avec des grilles qu'on place, etc. La technique de mettre ces électrodes insérées comme des aiguilles, c'est une technique qui est née en France et qui reste dominante en France. Et Nancy est un des centres les plus importants en matière du nombre de patients implantés comme ça. Donc, si par exemple on présente la même expérience que je vous ai montré chez le bébé, 6 images par seconde, 1,2 Hz, pour vous dire, on a par exemple testé ça chez 120 patients. 120 patients ont été testés, ça prend seulement 2 minutes, donc ça leur prend pas beaucoup de temps, 2 minutes pour faire ça. On a plus de 7000 contacts qui sont enregistrés dans la matière grise et qui sont localisés en manière individuelle par un neuroanatomiste. Donc, j'ai un collègue neurologue qui les localise un par un. Donc, il n'y a pas une machine qui peut faire ça, malheureusement. Et donc, on a à l'intérieur du cerveau, cette fois, des réponses. Vous voyez, 1,2 Hz. Je vous passe sur les autres pics ici, c'est des harmoniques, ça n'a pas d'importance. Mais on peut localiser dans le cerveau à quel endroit les mémoires de visage se trouvent, avec une assez grande précision. Et donc, on a retrouvé, par exemple, cette région fusiforme ici, avec des réponses électrophysiologiques. On était les premiers au monde, en fait, à montrer ça. Ça avait été montré en imagerie par résonance fonctionnelle. Personne n'avait montré en électrophysiologie. On a pu montrer qu'on avait ça ici en électrophysiologie. Donc, ce qu'on peut faire alors à partir de là, c'est regarder dans différentes régions ce qui se passe.
Et là, je vous montre le signal. Donc, ce que vous avez comme signal électrophysiologique ici, c'est les réponses qui interviennent chaque fois que vous avez un visage. Et ce que vous voyez à travers ces trois régions, celle-là est à l'arrière du cerveau, celle-là est à l'avant du cerveau, celle-là est intermédiaire. Là, on est à peu près au niveau de cette aire fusiforme du visage. Donc, vous avez trois régions ici. Vous voyez que vous avez une sorte d'abstraction, c'est-à-dire que ces régions-ci répondent à toutes les images, mais plus fort pour les visages. Ces régions-ci répondent presque pas aux autres images, elles ne répondent qu'au visage. Donc, au fur et à mesure que vous allez vers les régions antérieures, vous avez une abstraction du monde. Par contre, au niveau temporel, c'est quasiment simultané. C'est un embrasement simultané. Vous n'êtes pas du tout dans l'idée d'un traitement à l'arrière du cerveau où il y a un traitement, un calcul qui se fait, et puis on envoie de l'information vers une autre étape de traitement, etc. C'est comme un embrasement simultané avec différents niveaux d'abstraction, je vais dire, par rapport au monde. Donc ça, c'est pour illustrer un petit peu le type de recherche qu'on fait. Donc j'appelle ça un embrasement quasi simultané de nos régions de mémoire faciale. Et donc c'est pas plus compliqué que ça en fait de reconnaître un visage quelque part, en tout cas de reconnaître un stimulus comme un visage. Ce qu'il faut, c'est activer vos mémoires de visage par des potentiels d'action. Voilà. Alors, je termine pour dire, évidemment, c'est pas plus compliqué pour reconnaître un visage en tant que visage. Pour les identités, c'est un peu plus compliqué. Comment sont codées les identités dans ces mémoires? On sait où ça se trouve dans les mêmes régions, mais on ne sait pas très bien comment aller les chercher. Pour ça, il faut développer des nouveaux paradigmes, enregistrer avec des électrodes plus fines, parce que le niveau de résolution pour les différentes identités dans ces régions, ça va être un niveau plus fin, et faire des stimulations corticales. Je vais peut-être passer sur les nouveaux paradigmes. J'ai pris déjà pas mal de temps. Juste pour vous dire, voilà un programme de recherche qu'on essaie de faire à l'heure actuelle, et c'est une partie de ce financement ERC que j'ai obtenu, où il y a un gros risque, où je suis pas sûr de le réussir, parce que c'est vraiment compliqué techniquement. C'est très difficile, parce que la localisation des électrodes, elle dépend complètement de critères cliniques. C'est pas comme chez l'animal, on peut pas décider qu'on va implanter dans la région dont on a envie. Et donc, on tombe la plupart du temps dans les mauvaises régions. Donc, il faut de la chance de tomber au bon endroit, chez quelqu'un qui veut bien qu'on fasse ces expériences. Et donc, on peut alors enregistrer non plus des réponses globales des régions, mais des neurones individuels qui vont répondre au visage et qui devraient nous permettre de trouver quel est le code qui permet, cette fois, de reconnaître des identités différentes. Donc, c'est un projet qui est en cours, qui a démarré, qui est difficile techniquement et auquel j'espère donner une autre dimension avec ce financement ERC. Et je termine par ça. Ce qu'on fait aussi, c'est on peut stimuler électriquement. Donc, on peut stimuler électriquement dans ces régions. Et on a observé quelques patients où, en stimulant électriquement dans les mémoires de visage, donc dans ces régions, tout d'un coup, ils ne reconnaissent plus les visages pendant quelques secondes. Et donc, je vais juste vous montrer. Là aussi, on a montré le premier cas en 2012. C'est grâce à cette personne-là, d'ailleurs, que je suis venu à Nancy, parce que mes collègues à Nancy m'ont contacté. Et donc, c'est grâce à ça que je suis venu quelque part. Ça, c'était le papier qu'on a fait ensemble, l'article qu'on a fait ensemble à l'époque. Et puis, je vais vous montrer une autre patiente qui a été testée quelques années plus tard. Vous allez voir la patiente dans son lit d'hôpital. Quand on stimule électriquement, on ne sent rien dans le cerveau, donc elle ne sait pas qu'on stimule, mais il va se passer quelque chose au niveau comportemental. Vous allez simplement voir que l'écran va devenir rouge, et vous allez voir ce qu'elle va dire. Donc elle doit reconnaître les photos. On stimule. Et pourquoi vous n'arrivez pas à la reconnaître par la c'est comme si vous n'avez jamais montré la photo. Ça, ça D'accord, oui, mais ça, c'était la forme de ça. Alors, j'aime vraiment bien cette vidéo parce qu'elle est très spontanée. Elle dit mais merde, je suis nul. Enfin, désolé pour le juron, mais enfin, c'est vraiment très spontané, quoi. Elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Je reconnais pas, c'est pas possible. Et puis immédiatement, elle reconnaît. Vous avez vu. Donc c'est un cas spectaculaire. C'est une démonstration là spectaculaire et qui montre que effectivement, on parvient à stimuler électriquement dans les mémoires de visage et les altérer pendant quelques secondes. Ce qui montre par ailleurs que ces régions sont importantes. Si vous voulez pas perdre la mémoire des visages, il faut pas les enlever. Donc, quand on enregistre on peut enregistrer dans ces régions et stimuler en même temps pour étudier ces régions. Donc, on a observé quelques cas, par exemple, dans ces différentes régions, toujours à droite, jamais à gauche, alors qu'on stimule à gauche. À gauche, il y a d'autres problèmes, des problèmes d'anomie,
des problèmes de lecture, etc. À droite, c'est des problèmes, quand on appelle ça des problèmes, c'est des problèmes de reconnaissance faciale. Et donc, un des projets qu'on fait, par exemple, c'est qu'on essaie aussi de stimuler électriquement tout en stimulant visuellement pour étudier la connectivité entre ces différentes régions. Donc ça, c'est un des projets de recherche qui est assez ambitieux aussi, qu'on a mis dans le projet ERC, qui est mené par une doctorante, Luna Angelini. Voilà, je termine ici, je parlerai de ça s'il y a des questions, juste par mes conclusions générales. Donc, l'idée, c'est que je pense qu'on peut définir le cerveau comme un organe biologique de reconnaissance. Enfin, c'est pas mon idée, mais je pense que ça s'applique très bien à mon domaine de recherche. La forme de reconnaissance qui est la plus difficile à comprendre, et le jour où on l'aura comprise, on aura fait un pas énorme dans la compréhension du cerveau, c'est la reconnaissance de l'identité faciale. Reconnaître, on a déjà compris que c'est projeter notre mémoire sur le monde plutôt que décoder des informations. C'est pas une étape hiérarchique de traitement. On n'a pas tous les mêmes étapes. Il y a beaucoup de neurones qui sont impliqués, et donc c'est vraiment une construction par l'intérieur du cerveau. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je laisse cette dia ici avec un certain nombre de collègues et collaborateurs qui ont participé notamment aux dernières études que j'ai présentées ici. Merci pour votre attention.